Bonjour à tous, je suis Pascal, audioprothésiste spécialisé dans la prise en charge de la surdité chez l'enfant et également régleur d'implants cochléaires au CHU de Saint-Étienne. Bienvenue dans Les Points sur l'ouïe, le podcast de l'audition par Acoustique Werner. Dans ce podcast, nous explorerons les sujets liés à l'audition de l'enfant pour informer et sensibiliser nos auditeurs autour de cette thématique. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du docteur Sandrine Chardon-Roy, médecin ORL au Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, qui va nous faire part de son expérience et de ses conseils en matière de surdité infantile. Bonjour Sandrine. Bonjour Pascal. Alors pour commencer, et pour que tous ceux qui nous écoutent fassent un peu plus ta connaissance, peux-tu rapidement te présenter à nous ? Donc je suis Sandrine Chardon-Roy, je suis médecin ORL et je suis plus particulièrement spécialisée en audition de l'enfant. Donc je m'occupe des petits et de l'exploration de leur audition des petits depuis la naissance jusqu'à beaucoup plus grands, parfois jusqu'à l'âge adulte parce qu'on a parfois du mal à les lâcher. Voilà, donc moi je les vois dans ce cadre-là depuis le dépistage jusqu'à ensuite, encore une fois, les années qui suivent. Alors nous collaborons ensemble depuis près de 15 ans. Pour offrir la meilleure prise en charge possible aux enfants malentendants que nous côtoyons. Nous ne sommes évidemment pas seuls, parce que nous sommes entourés d'une équipe pluridisciplinaire d'ORL du secteur privé parfois, d'orthophonistes très souvent, et toutes les structures spécialisées, que ce soit sur Saint-Étienne ou les environs, telles que le SAFEP ou l'Institut Plainvent par exemple. Je suis donc personnellement convaincu du rôle essentiel que tu joues dans cette prise en charge pédiatrique, et il était donc évident à mes yeux que tu puisses participer à cette émission et je te remercie donc vivement d'avoir bien voulu accepter mon invitation pour venir témoigner aujourd'hui. En tout premier lieu, pourrais-tu me dire pour quelles raisons tu as accepté de venir témoigner ? Alors la surdité de l'enfant, c'est une pathologie qui est très très fréquente puisque ça touche un enfant sur 1000 à la naissance et puis si on prend une population d'enfants âgés de 4 ans, ce chiffre double. Donc c'est quelque chose de très fréquent. Pour autant, c'est pas forcément une pathologie très connue, une pathologie à laquelle on s'attend, à laquelle les parents s'attendent. C'est pas toujours très visible. Donc c'est souvent ignoré notamment par l'entourage, parfois par des confrères. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'on puisse avoir ce suivi pluridisciplinaire et ce travail en binôme. Parce que c'est complètement indispensable qu'on puisse échanger nos informations. Ça fait partie du suivi de l'enfant et je trouvais que c'était très important que le public, d'une manière générale, puisse savoir un petit peu comment ça se passait, le suivi d'une manière générale d'un enfant sourd, savoir qu'on voyait le médecin, mais qu'ensuite, derrière, il y a un suivi, il y a une prise en charge qui est relativement technique avec les appareils auditifs, mais qui est aussi très humaine, puisque la collaboration entre ces deux professions est complètement indispensable. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, justement, peux-tu nous faire un point rapide sur les différentes surdités que l'on rencontre chez l'enfant ? Et puis peut-être aussi sur les changements qu'ont induit le dépistage précoce systématique en maternité qui est mis en place depuis 2014 partout en France. Alors il y a deux grands types de surdités. Il y a les surdités un peu plus faciles à gérer et un peu plus gentilles, entre guillemets, à annoncer aux familles. C'est ce qu'on appelle les surdités qui ne sont pas permanentes et qui sont liées plutôt à des problèmes infectieux, des problèmes d'otite chez les petits. Et ces surdités-là, que ce soit lié à des otites aiguës ou des otites chroniques, on a souvent une solution médicale ou chirurgicale à proposer aux familles. Donc on dit de ces surdités qu'elles sont curables, elles ne vont pas durer tout le temps. Et puis le deuxième type de surdité, et c'est plutôt ces surdités-là qui nous réunissent, c'est ce qu'on appelle les surdités permanentes. Alors les surdités permanentes, c'est le plus souvent une atteinte de l'oreille interne, de ce qu'on appelle la cochlée, donc les surdités dites neurosensorielles. Donc c'est un problème de cellules qui fonctionnent pas bien au niveau de l'oreille interne, qui transmettent pas bien les informations au nerf auditif et ensuite au cerveau. Et c'est ces surdités-là majoritairement que l'on appareille chez les enfants. Il y a aussi d'autres types de surdités qui sont relativement permanentes et qui sont liées à toutes les malformations d'oreille qu'on peut retrouver chez les enfants, qui sont présentes dès la naissance. Il y a des enfants qui ont des malformations de l'oreille externe, qui par exemple n'ont pas de conduit auditif, pas de tympan, des malformations des osselets à l'intérieur de l'oreille.
Alors ces surdités-là, peut-être qu'un jour, dans l'histoire de l'enfant, elles deviendront curables. Peut-être qu'on pourra proposer un traitement chirurgical, mais en tout cas, souvent, dans un premier temps, il y a une histoire d'appareillage et donc une histoire avec l'audioprothésiste aussi. Justement, pour diagnostiquer ces surdités, quels sont les outils à ta disposition qui permettent de dire que l'audition n'est pas normale chez un nourrisson? J'imagine que c'est pas simple. Alors, tu as bien fait de parler du dépistage auditif. Qui nous a beaucoup aidés et qui a complètement changé notre pratique. Depuis 2014, il est obligatoire de proposer à tous les enfants un dépistage de l'audition. C'est pas du tout un diagnostic, c'est vraiment un dépistage. C'est fait en maternité par le personnel de maternité avec une sorte de petit appareil automatique qui envoie des sons dans l'oreille de l'enfant et qui enregistre les réactions produites à l'écoute de ces sons par l'oreille des enfants. Donc ça donne pas lieu à une interprétation, c'est vraiment un dépistage. Si le dépistage est concluant, on sait que l'enfant entend bien à droite, entend bien à gauche, il n'y a pas de souci. Dans l'hypothèse où il n'est pas concluant, c'est là qu'il y a un doute, en tout cas sur l'audition, juste un doute, et qu'on voit ces enfants. Mais en tout cas, ça nous permet de les voir beaucoup plus tôt. Ça leur permet à eux de perdre le moins de temps possible. Et on sait que plus on intervient précocement chez l'enfant pour réhabiliter l'audition et plus on minimise les conséquences de la surdité. Alors, il y a 2 types de tests auditifs qu'on peut faire chez l'enfant. Il y a ce qu'on appelle les tests objectifs, c'est-à-dire qui ne demandent pas la participation de l'enfant. On a des machines qui enregistrent toutes seules, en gros, la fonction auditive de l'enfant. Et puis les tests qui sont dits subjectifs, c'est-à-dire qu'on fait participer l'enfant, on observe ses réactions. Alors évidemment, plus un enfant est petit, plus on utilise de tests objectifs, parce que la participation est parfois un peu plus compliquée. Mais malgré tout, ces 2 types de tests sont complètement indispensables à réaliser chez un même enfant, parce qu'ils doivent être concordants pour qu'on puisse poser un diagnostic. Donc ça prend du temps. La plupart du temps, ça se fait pas en une seule consultation. On vérifie 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que c'est nécessaire nos résultats pour bien sûr faire une annonce de diagnostic qui soit sûre et qu'on puisse donner des précisions aux parents, ce qui va les aider évidemment à accepter le diagnostic et puis la prise en charge. À propos des parents, justement, dans ma pratique, je me rends compte de l'importance de la guidance parentale et je me rends compte que c'est une étape essentielle pour la prise en charge future de cette surdité. Quelles sont les questions les plus fréquentes qui remontent de la part des parents? Alors, il y a plusieurs questions, un peu dans le désordre. La question « pourquoi ?» et ça, on essaie évidemment d'y répondre parce que de plus en plus, on fait ce qu'on appelle un bilan étiologique, c'est-à-dire que moi j'explique aux parents qu'on va faire une petite enquête pour essayer de savoir pourquoi ça s'est passé, pourquoi leur enfant a un problème d'audition. La surdité chez l'enfant, dans 80% des cas, c'est génétique. Donc on explique bien aux parents que c'est pas parce que eux n'ont pas de problème d'audition que pour autant c'est pas une histoire génétique. On leur explique tout ce qu'on peut faire comme examen, toutes les consultations qu'on peut proposer pour avoir une réponse, et puis surtout pourquoi c'est important pour eux, pour leur enfant, d'avoir une réponse. La génétique, notamment, c'est pas qu'une histoire de science, ça a parfois des conséquences concrètes. On sait parfois que certains gènes qui donnent une surdité donnent des surdités qui sont parfaitement stables, et ça peut être très rassurant pour des parents ou pour un enfant. Donc il y a la question pourquoi, il y a aussi la question mais qu'est-ce qu'il entend exactement ? Est-ce que quand je lui parle, il entend ? Ça, c'est une question qui est très fréquente. Alors évidemment, en fonction de l'importance de la surdité, la réponse n'est pas toujours la même, mais il y a une réponse, on essaie de donner des exemples concrets, mais il y a une réponse un peu universelle quand même, c'est que quand on parle à un enfant, ce qu'il perçoit de la parole, c'est pas que notre voix, c'est aussi nos expressions corporelles, nos mimiques, et tout ça, quel que soit le degré de surdité de l'enfant, ça persiste et la communication, elle peut être là quand même si l'enfant perçoit pas la voix aussi bien qu'un enfant qui entend parfaitement bien. L'autre question, qui est quand même un peu la conséquence de celle-là, c'est est-ce que mon enfant va parler ? C'est une question évidemment à laquelle il était très difficile de répondre. Souvent, j'explique aux parents que le suivi et la réhabilitation des surdités a vraiment fait des progrès très très importants sur le plan technique, notamment les appareils auditifs qui sont bien plus performants qu'il y a quelques années.
qu'on a d'autres solutions. Parfois, c'est une question qui vient très vite chez les parents, la question de l'implant cochléaire, par exemple. Donc, on essaie d'y répondre. Et puis, j'explique bien aussi aux parents que s'ils venaient me voir aujourd'hui avec leur petit bébé qui entend bien, et s'ils me posaient la question « est-ce que mon enfant va parler ?», je serais bien incapable de leur répondre. Parce qu'il y a des tas d'enfants qui ont des soucis pour parler, qui vont chez l'orthophoniste, par exemple, alors qu'ils n'ont pas de problème de surdité. Mais en tout cas, ce qu'on peut expliquer, c'est que la réhabilitation a fait beaucoup de progrès et que si c'est le projet des parents, en tout cas, on va essayer de les accompagner dans cette démarche. On avait d'ailleurs collaboré ensemble sur un support écrit à destination des parents, un petit guide parent-enfant qui s'appelle l'audition de votre enfant et qui avait vocation justement à répondre un peu à toutes ces interrogations, à reprendre certaines informations que tu donnes, que je donne, mais qui sont pas toujours forcément faciles à retenir pour des parents. Et ce support-là, s'il intéresse certains de nos auditeurs, peut être disponible. Et il suffirait de nous contacter et de nous le dire pour qu'on le transmette. Alors, une fois le diagnostic posé, vient le temps de la prise en charge concrète, on va dire. Et quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à ces bambins aujourd'hui et à leurs parents ? Alors, toujours dans le cadre des surdités permanentes, on ne va pas bien s'occuper ici des otites, etc. On propose toujours d'emblée l'appareillage auditif. D'abord parce qu'on sait qu'il y a un grand nombre de surdités maintenant qui peuvent être très bien réhabilitées avec l'appareillage auditif. Et puis, parce qu'on sait aussi que même si plus tard on va parler d'une autre solution, si la surdité est beaucoup plus importante, et cette solution c'est l'implant cochléaire, vraiment l'appareillage auditif préalable est complètement indispensable. Ça permet malgré tout de stimuler les voies auditives de l'enfant, même si parfois c'est imparfait, de lui faire percevoir parfois un environnement sonore, un peu de langage oral. Et c'est un temps qui est très très important parce que si jamais on parle un jour d'implant cochléaire chez un enfant, il y a le temps du bilan, des examens qui est long. Et ce temps-là, il ne peut pas être vécu sans stimulation auditive. Donc l'appareillage auditif est proposé à tous les enfants qui ont une perte auditive, en tout cas suffisante. Et je dirais qu'on la propose, y compris pour des pertes légères, pour lesquelles on proposait peut-être pas, avant notamment le dépistage, un appareillage auditif aussi précocement. On a vraiment maintenant l'expérience que l'appareillage auditif, même dans une perte auditive qui n'est pas très importante, mis en place précocement, diminue beaucoup, encore une fois, les conséquences de la perte d'audition chez l'enfant et notamment les conséquences sur le langage oral. Et du coup, de ton expérience, quels conseils donnerais-tu aux parents d'enfants malentendants lors de cette démarche d'appareillage auditif ? Un conseil, essentiellement, faire confiance. Ça, c'est très, très important et c'est pas simple. On leur annonce des nouvelles qui sont pas très faciles. Je pense notamment au diagnostic qu'on peut faire chez les tout-petits, qui parfois ont déjà un passé médical un peu lourd derrière eux, qui ont eu des soucis de santé, qui ont fait de la réanimation, etc. Donc, ils ont un parcours de vie qui est déjà pas facile, et leurs parents, évidemment, pareil. Et c'est pas toujours simple, encore une fois, devant ce souci de santé qui se voit pas forcément. De se dire qu'on va faire quelque chose, qu'on va mettre des appareils auditifs et que pour le coup, on va rendre visible ce qui n'était pas jusqu'à présent et ce qui, chez un tout petit, ne le sera pas pendant un petit moment finalement si on ne met pas d'appareil. Donc il faut faire confiance. Il faut bien que les parents sachent que si on les adresse à un audioprothésiste, c'est parce qu'on sait que cet audioprothésiste, il est qualifié et compétent pour appareiller leur enfant. Il faut faire confiance à la démarche et accepter les propositions de l'audioprothésiste sur le type d'appareillage, sur les empreintes qu'on va prendre, sur le temps que ça va prendre parfois pour mettre l'appareillage en place, sur le nombre de contrôles qu'il faut faire confiance. Alors c'est vrai que si je peux me permettre de compléter, c'est une prise en charge toujours un peu compliquée, cette surdité dont tu nous parles, parce que physiquement parlant, les parents voient tout sur leur bébé. Ils ont 2 belles oreilles quand elles sont bien là et il faut évidemment croire sur parole le fait qu'elles ne fonctionnent pas. Donc c'est vrai que moi je reprends beaucoup de temps et beaucoup de rendez-vous pour retester l'audition
puisque ça va être la partie la plus importante à mes yeux pour bien régler les appareils et être sûr d'apporter une correction suffisante à ces enfants. Et je reconnais que la confiance est un élément clé dans ma pratique. J'ai besoin que les parents me fassent confiance et je pense que c'est important aussi pour leurs enfants. Parce que les enfants sentent que papa et maman qui insistent pour me mettre mes appareils auditifs tous les jours alors que moi je passe mon temps à les enlever au départ, c'est pas pour rien, c'est pour mon bien et il faut peut-être que je fasse un effort particulier et cette confiance-là, elle est indispensable à mes yeux pour que les enfants aussi acceptent la surdité et acceptent les appareils qui vont avec. Après, la facilité qu'on a quand même en pédiatrie, une fois qu'ils ont passé un certain âge, on va dire, c'est que les enfants sont demandeurs de l'appareil. Et là, pour le coup, pour les parents, c'est chouette quand ils se réveillent le matin et que c'est les enfants qui disent bon, allez, on met mes appareils, je démarre ma journée. Ça rassure souvent tout le monde et c'est là qu'on en voit les vrais bénéfices. Alors, dans les points importants à tes yeux sur l'étape de l'appareillage auditif, tu as parlé de confiance. Sur une collaboration telle qu'on peut avoir tous les deux, qu'est-ce qui fait pour toi une collaboration de qualité et qu'est-ce qui est essentiel en termes de peut-être communication, d'échange ou autre? J'allais te répondre justement, c'est la communication et les échanges. C'est-à-dire que c'est très important qu'on parle d'une même voix à une famille. Quand on appareille un enfant, on ne suit finalement pas qu'une personne, mais tout l'entourage proche, parfois les parents, les grands-parents, la nounou, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être assez vaste. Et c'est très important qu'on puisse se communiquer les informations. C'est utile pour ce qui est des tests auditifs. On sait très bien que quand on appareille des tout-petits ou quand on teste l'audition de tout-petits, on n'a pas leur attention pendant très longtemps, ça ne dure pas. Donc on fait parfois des bouts de test et moi, souvent je leur dis vous avez vu aujourd'hui on a bien fait l'oreille droite, vous allez voir Pascal dans 15 jours, lui il fera bien l'oreille gauche et puis on s'échangera nos informations et on verra si on trouve la même chose et puis ça permet d'avoir un examen complet. Ça permet aussi cette collaboration quand les enfants grandissent de bien vérifier qu'on trouve la même chose, qu'on ait les mêmes résultats, que tout soit bien concordant et ça nous conforte tous dans le fait d'avoir bien fait notre travail et de bien aider cet enfant. Toutes les informations sont intéressantes à partager et puis c'est intéressant de savoir qu'on a un peu la même vision des choses aussi parce que c'est important que les parents puissent avoir des réponses qui sont un peu les mêmes à leurs questions, qui en tout cas aillent dans le même sens, parce que c'est difficile pour des parents d'entendre des choses assez techniques, assez précises, que ce soit chez moi, que ce soit chez toi. Et ils ont besoin souvent qu'on répète les choses, parce que quand on apprend une nouvelle qu'on considère comme être pas très bonne, on est souvent un peu sidéré. Et c'est très important que les informations puissent être reprises. C'est important que moi, je puisse savoir que tu es quelqu'un de compétent et que tu vas leur donner des informations qui seront justes et sur lesquelles je peux compter. L'idée étant de répondre aux questions des parents avec à peu près la même cohésion dans nos réponses. Surtout qu'aujourd'hui, Internet est une mine d'informations, mais parfois de désinformations. On a quelques expériences tous les deux qui nous ont joué un peu des tours. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette question. J'ai une dernière question qui serait, malgré les difficultés que tu rencontres et l'annonce de diagnostic que tu as dit souvent douloureuse pour les parents, qu'est-ce qui t'anime dans cette prise en charge pédiatrique ? Peut-être le fait qu'elle soit pédiatrique. Je trouve que travailler auprès des enfants, c'est probablement le plus gratifiant des métiers qu'on puisse faire. C'est toujours tellement enrichissant de les voir se transformer, de les voir évoluer, de les voir devenir plus grands avec leur personnalité, leurs aspirations, leur propre évolution qu'on avait prévue ou qu'on n'avait pas prévue. C'est toujours assez extraordinaire. Et puis, le côté famille. C'est un peu comme pour l'appareillage auditif. Quand on s'occupe d'un enfant, on connaît les parents, on connaît les grands-parents, on connaît les frères, on connaît les sœurs. Et ça aussi, c'est vraiment une richesse. C'est un angle beaucoup plus ouvert probablement que quand on s'occupe d'un adulte comme ça, tout seul.
Et puis, c'est ce côté aussi pluridisciplinaire, hein, tu en parlais tout à l'heure en disant que tu étais en contact avec des ORL, avec des audioprothésistes, avec, l'Institut Plainvent, avec le SAFEP. C'est ce côté-là qui est aussi, si intéressant dans la pédiatrie et dans la surdité de l'enfant. On ne côtoie pas que des médecins, on côtoie des audioprothésistes, des orthophonistes, des psychologues, des pédiatres, des généticiens, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des éducateurs. Et ça fait toute la richesse de notre métier. On a l'impression qu'on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, moi, j'ai posé beaucoup de questions, mais de ton côté, est-ce que tu aurais des questions éventuelles à me poser sur cette prise en charge pédiatrique, sur l'appareillage auditif proprement dit? Alors, je sais que tous les audioprothésistes n'ont pas la même façon d'appréhender l'appareillage de l'enfant et un peu comme les ORL d'ailleurs n'ont pas la même façon de faire des tests d'audition pour les enfants. Toi, je crois que tu aimes bien prendre ton temps avant d'adapter les appareils auditifs. Alors, Si tu peux nous expliquer. C'est tout à fait vrai, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas d'urgence à se jeter sur les oreilles de ces tout petits. Le diagnostic a été posé par ton bilan, par les analyses que tu as pu faire. Et maintenant que je sais que moi, de mon côté, ils ont besoin d'être appareillés, ces enfants, eh ben, je vais prendre le temps d'être sûr du niveau d'audition. Donc, tu le disais tout à l'heure, tester un enfant, et notamment les nourrissons, c'est pas facile. Il y a des jours où on arrive à avoir des réponses qui nous paraissent fiables, et puis la fois d'après, on n'a pas les mêmes réponses, donc on se dit qu'elles étaient peut-être pas si fiables que ça. Et c'est vrai que ça passe par beaucoup d'observations, par plusieurs contacts, parce que je suis d'accord avec toi, la concentration d'un enfant, on l'a pas pendant 1 heure. Parfois, au bout de 10 minutes, on les a totalement perdus et on les intéresse plus. Donc j'avoue que j'ai besoin de me rassurer sur le niveau d'audition réel des enfants dont je m'occupe, parce que c'est ce niveau d'audition-là qui va contribuer au réglage de l'appareil auditif. Et par expérience, je sais qu'un appareil auditif chez l'enfant, il est toujours bien accepté. Il n'y a pas d'appréhension esthétique, il n'y a pas tellement d'appréhension du handicap chez les tout-petits en tout cas. Arrivé à un certain âge, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il est important que les parents soient conscients du problème et soient convaincus de la solution. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la confiance. Et pour moi, il est hyper important que l'appareil soit bien réglé. Bien réglé, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop fort, parce qu'il serait gênant, et il ne faut pas qu'il soit trop faible, parce qu'il ne me servirait à rien. Si on arrive à associer cette efficacité à un confort supplémentaire et une amélioration de leur confort quotidien, les enfants acceptent les appareils assez facilement. Donc pour moi, le nerf de la guerre, c'est d'avoir une audition fiable dès le début. Et ça passe par plusieurs rendez-vous de contrôle de l'audition pour être sûr de retrouver sur tes tests à toi, que ce soit cohérent aussi avec les mesures objectives qu'on a faites. Et c'est ce qui va me permettre, moi, d'être sûr de mon coup. Et pour le coup aussi, je pense, de convaincre les parents que ce qu'ils font, ils le font pour le bien de leur enfant. Alors, une question qui revient souvent chez les parents quand on prescrit l'appareillage auditif, c'est « Mais vous, docteur, qu'est-ce que vous me conseillez comme appareil auditif? Qu'est-ce qu'il va falloir que je prenne ?» Et nous, on sait que globalement, chez les enfants, on voit à peu près quel type d'appareil auditif on utilise, mais est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les différents types d'appareils qu'on peut utiliser chez les enfants? Pourquoi utiliser l'un plutôt que l'autre? Alors là aussi, les audioprothésistes n'ont pas tous les mêmes pratiques, mais je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire ma façon de voir les choses. Il existe différents types d'appareils auditifs qui sont pratiquement les mêmes que ceux pour adultes. Donc là où on a beaucoup progressé chez l'adulte, c'est sur la miniaturisation des appareils, parce qu'il y a un regard esthétique très important chez l'adulte qui aime bien l'idée que les appareils auditifs soient le plus discrets possible. Alors bien souvent, je reconnais que les parents aimeraient bien des appareils invisibles qui n'existent pas, et donc moi je vais plutôt aller vers le confort de l'enfant. Et comme l'esthétique n'est quasiment jamais un problème chez les enfants, je travaille beaucoup avec les contours d'oreille. Contours d'oreille, c'est-à-dire que toute l'électronique va être derrière le pavillon. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de faire un embout sur mesure, donc une empreinte de l'oreille de chaque enfant, et de faire un embout souple. Un embout souple, c'est-à-dire en silicone, qui sera capable,
au cas où, en cas de chute, en cas de ballon dans l'oreille, en cas de petits bobos liés au développement des enfants tout à fait normaux qui jouent et qui bougent, et ben ça permet de limiter les risques de se faire mal à l'oreille, de s'abîmer le conduit auditif, voire même d'avoir de la casse dans le conduit auditif. Donc moi, ça me rassure d'avoir des appareils auditifs qui soient électroniquement derrière l'oreille. Deuxième intérêt, c'est que c'est plus facile d'entretien. Donc pour les parents, ça leur permet aussi d'intervenir un peu sur le nettoyage quotidien des appareils. C'est plus fiable, globalement, que les appareils plus discrets. Or, pour moi, c'est important qu'un enfant ne soit pas privé longtemps de son appareil auditif. Alors évidemment, on essaye d'avoir toujours une qualité de service qui permette de les dépanner, de leur prêter un appareil, même s'ils tombent en panne. Mais il n'empêche que c'est sur le contour d'oreille qu'on a le moins de soucis, et c'est pour ça que je privilégie cette technique-là. Après, sur les marques, je dirais que c'est un peu la même chose. Ça marche beaucoup à la confiance que je vais avoir en un fabricant. Encore une fois, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un appareil fiable. Alors efficace aujourd'hui, franchement, tu le disais tout à l'heure, l'évolution technologique des appareils fait qu'on a vraiment aujourd'hui en électronique des performances extraordinaires, même chez les enfants et notamment en pédiatrie, ils font beaucoup d'efforts, les fabricants. Donc je dirais qu'il n'y a aucun fabricant qui n'a pas des bons appareils, mais ça va plus se traduire sur la fiabilité, sur la réactivité du SAV, sur éventuellement les accessoires complémentaires. Dans certains cas, notamment quand arrive la scolarisation, on va parler de systèmes d'aide à la communication, tels que les systèmes HF, qui vont permettre d'améliorer la qualité de voix de l'enseignant par rapport au reste de la classe. Ben là, ça oriente un peu mon choix vers un fabricant qui aura des solutions plus adaptées pour ces enfants-là. Donc c'est un choix un peu complet et global que j'essaye de faire en fonction de l'enfant. Il y a parfois l'implant cochléaire aussi, dont on parlera certainement encore un peu, qui m'oriente vers un fabricant s'il y a un lien possible avec l'implant pour que l'enfant ait le meilleur équipement possible en termes d'appareillage binaural, comme on appelle, c'est-à-dire l'appareillage auditif des deux oreilles, mais avec deux systèmes différents, un implant d'un côté et un appareil auditif de l'autre. Alors une autre question des parents, c'est aussi de dire mais comment est-ce qu'il va faire l'audioprothésiste pour les régler ces appareils? Parce que mon enfant il va pas dire c'est bien, c'est pas bien, c'est fort, c'est pas fort. Donc nous on explique que tu vas passer par des techniques d'audiométrie un peu spécialisées de l'enfant, mais comment est-ce que tu fais justement pour les régler ces appareils? Eh ben, on en parlait tout à l'heure. Je prends beaucoup de temps avant de mettre les appareils auditifs pour être sûr que mon réglage soit cohérent avec la surdité de chaque enfant. Et ben, une fois qu'on a mis en place les appareils, on refait exactement ces mêmes tests, mais avec appareil auditif, afin de vérifier que l'audition avec l'appareil correspond à une audition, j'ose pas dire normale, mais à une audition correcte pour leur permettre d'avoir des bons résultats, développer du langage, comprendre leurs parents. Toutes les questions que se posent les parents sont plutôt autour de ce sujet-là. Et donc, on repasse par des tests. Alors souvent, on essaye de rendre ça le plus ludique possible. Donc moi, je sais que je travaille beaucoup par le jeu. Quand ils sont en âge de jouer, ça peut être des techniques d'empilement, ça peut être des techniques aussi vidéo. J'abuse un peu de cet outil-là parce que c'est très facile et c'est très ludique. Mais par exemple, c'est tout simplement le conditionnement. On apprend petit à petit, à force de voir les enfants, à leur faire une action quand ils entendent le son. Et honnêtement, je pense que tu confirmeras, on arrive à avoir des seuils très précis. Si les enfants sont bien conditionnés, on peut avoir des réponses vraiment parfaites qui me permettent à moi d'être sûr que l'appareillage auditif, il apporte la bonne correction à chaque enfant. On a parlé tout à l'heure de l'implant cochléaire, qui est une solution qui peut être proposée à des enfants qui ont une surdité importante, au-delà finalement des capacités de réhabilitation des appareils auditifs. Alors c'est vrai que la décision, elle est médicale, et il y a toute une équipe pluridisciplinaire au CHU de Saint-Étienne qui se réunit pour prendre la décision chez l'enfant, une fois bien entendu qu'on en a informé les parents et qu'ils nous ont donné leur accord. Mais il y a quand même des informations que tu nous donnes qui sont importantes. Et puis peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, ton regard sur le passage entre l'appareillage et l'implant, et puis ton regard aussi sur l'implant, puisque tu es aussi régleur d'implant cochléaire au CHU de Saint-Étienne.
Eh bien, oui, tout à fait. Pour moi, en tout cas, une suite logique de l'appareil auditif. Alors, j'essaye de dire ça aux parents d'ailleurs qui s'interrogent beaucoup parce que c'est quand même souvent effrayant comme décision à prendre pour eux. Mais à partir du moment où, et toi et moi, on est convaincus que la correction apportée par les appareils auditifs, elle n'est pas suffisante pour le projet éducatif des parents, à savoir s'ils ont envie que leur enfant soit dans l'oralisation, qu'ils soient capables de les comprendre, de discuter et d'avoir un développement entre guillemets normal du langage. Ben, je trouve que c'est notre devoir de leur dire qu'en l'état actuel des performances de l'appareil auditif, on ne sera pas capable de faire suffisamment bien. Et là, pour moi, l'implant, c'est un peu un super appareil auditif. C'est-à-dire quand on n'y arrive plus avec les techniques normales, qu'on considère que la cochlée, dont tu nous parlais tout à l'heure, est trop abîmée chez ces enfants-là, et ben l'implant cochléaire prend tout son sens parce que on a l'espoir, en venant insérer ces électrodes par voie chirurgicale, d'améliorer une audition que moi je suis incapable d'améliorer avec les appareils auditifs classiques. Après, en tant que régleur d'appareils au CHU, ce que je trouve plaisant, c'est de maintenir le suivi qu'on a mis en place avec les enfants. Tu disais tout à l'heure que toi, ce qui t'animait, c'était ce suivi un peu familial qu'on avait. Et moi, je trouve ça très chouette de voir évoluer ces enfants. Et quand on les accompagne aussi vers l'implant cochléaire, quand on les voit en réglage d'implant, on les voit évoluer, on les voit grandir, on les voit s'améliorer. Et moi, je trouve ça merveilleux de me dire que grâce à un implant, on est capable de discuter avec certains qui aujourd'hui sont grands, hein, il faut pas se cacher. Et c'est vrai que c'est chouette de les voir parler, discuter, vivre avec leurs implants comme si c'était vraiment partie intégrante de leur vie. Et donc je trouve que c'est vraiment une suite logique hyper riche, hyper intéressante. Je comprends que ce soit pas facile pour les parents, mais encore une fois, je pense que le mot confiance qu'on évoquait tout au long de ce podcast, il est essentiel. Être capable d'entendre que c'est la seule solution, être capable d'écouter aussi tes conseils, d'écouter le chirurgien qui va expliquer en quoi consiste cette chirurgie qui fait si peur, mais qui reste une chirurgie d'oreille, donc qui présente évidemment comme toute chirurgie des risques, mais qui sont tout à fait mesurés, et qui vont en plus vers une recherche d'une meilleure performance et d'une meilleure efficacité. Donc j'ai un regard pour moi très positif sur l'implant, surtout si les parents sont dans un projet éducatif oralisant, parce que voilà, c'est parfois la seule solution qu'on a à leur proposer pour répondre à leurs attentes. Oui, c'est important cette histoire de continuité dont tu parles, parce que c'est toujours la même équipe, que ce soit autour de l'appareillage ou autour de l'implant. Donc ça, je pense que pour les familles, c'est aussi rassurant. Et puis, cette continuité, elle est importante aussi quand on présente effectivement l'implant. C'est un peu ce que tu disais, c'est un peu présenter l'implant comme un super appareil et pouvoir expliquer aux parents que même si on annonce une chirurgie et que ça paraît difficile, on annonce une solution. Nous l'avons vu, la prise en charge des troubles de l'audition chez l'enfant est donc un sujet complexe qui se doit d'être mené à bien par une équipe pluridisciplinaire, soudée et entraînée. Il en va du bon développement de la boucle audiophonatoire de chacun des enfants pour lesquels les parents nous accordent leur confiance. Nous espérons que ce podcast aura su capter votre attention et répondre à vos attentes. Je tiens tout particulièrement à remercier le docteur Chardonroy du CHU de Saint-Étienne pour le temps qu'elle a bien voulu nous accorder pour la réalisation de cet épisode. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet acoustique-werner.com et n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Facebook et LinkedIn.